Chers amis, bonjour. Bienvenue sur le podcast Petit sous, gros sous, qui parle d'éducation financière et d'investissement. Ici, tu retrouveras l'actu financière en live et replay, les témoignages des familles qui tentent de joindre les deux bouts, les histoires inspirantes sur la gestion de tes finances personnelles, les conseils pour fructifier ton argent, la légitimité pour parler argent. Mes chers amis, dans un précédent épisode, j'ai abordé en guise d'introduction la finance islamique. J'ai abordé surtout ces piliers qui sont constitués de 3 interdits. La pratique de l'usure, la pratique de la spéculation qu'on appelle harar, la pratique aussi donc du commerce illicite et l'interdiction de commercer tout ce qui est relatif à l'alcool, aux jeux de hasard, mais aussi aux produits liés au porc. Mais j'ai souligné aussi l'importance donc de ces piliers qui avaient 2 obligations, à savoir la notion de partage des pertes et profits lorsque vous êtes en affaires, donc selon la loi canonique islamique. Mais le plus important et qui fait vraiment un clivage avec la finance conventionnelle, c'est le fait qu'en finance islamique, il faut que toute transaction soit adossée à un actif réel. Donc on ne peut pas créer en fait de la monnaie et spéculer là-dessus. Je vais également vous faire une petite piqûre de rappel sur les principaux contrats qui sont utilisés, à savoir que lorsque en finance islamique, il y a matière en fait à faire ensemble, il y a des contrats qui sont plus utilisés. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que ces contrats-là, donc il n'est pas possible de faire un prêt en pratiquant en fait un taux d'usure, un emprunt avec de l'usure, un taux d'intérêt là-dessus. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand vous voulez acheter, eh bien, vous allez recourir à un contrat qu'on appelle un contrat Mouraba, c'est un contrat d'achat-revente. On peut aussi trouver un contrat, par exemple, lorsque une entreprise souhaite se lancer sur un projet, donc créer un contrat de musharaka qu'on appelle joint venture, mais il est possible aussi qu'une entreprise en fait ait besoin de fonds, et dans ce cas-là, on peut utiliser le contrat de mudaraba, c'est le contrat de capital risque, c'est un contrat de commandite. Mais vous devez aussi vous imaginer que il y a d'autres types de contrats comme le contrat d'Ijara, c'est le contrat d'achat-location avec ce qu'on appelle communément le crédit bail. Et tous ces contrats peuvent être aussi recourir en fait à une couverture assurantielle qu'on appelle le takaful. Mais concrètement, en tant que particulier, c'est quoi la différence entre une banque islamique et une banque conventionnelle? C'est l'objet du sujet du jour, donc qui va nous amener à découvrir les produits de la banque islamique versus les produits de la banque conventionnelle. Alors, quels sont les marqueurs d'une banque islamique versus une banque conventionnelle? Quels sont les produits d'une banque islamique versus une banque conventionnelle? Peut-on exclusivement utiliser une banque islamique et sortir de la banque conventionnelle? Quel pays détient l'offre la plus large en banque islamique? Combien coûte une banque islamique versus banque conventionnelle? Où trouver une banque islamique, par exemple en France? Quels sont les projets qu'on peut réaliser à travers une banque islamique? Peut-on confier tous ces deniers à une banque islamique? Alors, revenons un petit peu sur le premier point, sur les marqueurs d'une banque islamique versus une banque traditionnelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la banque islamique obéit à la charia. Et la banque islamique, c'est avant tout une banque de commerce qui est ancrée dans l'économie réelle. Et la banque islamique doit absolument être conforme à la charia et elle doit avoir aussi une vocation sociale, contribuer en fait à l'économie réelle et veiller en fait aux équilibres entre les acteurs, que ce soit les prêteurs et les emprunteurs, les entreprises et les banques. Et cette notion-là, elle est très importante parce que les profits doivent être partagés autant que les pertes. Donc, une banque islamique, en fait, c'est une banque
de commerce. C'est une banque qui est ancrée dans son espace géographique, qui est ancrée dans son territoire et elle a l'interdiction de créer de la monnaie. Elle a l'interdiction de pratiquer, par exemple, un taux d'intérêt lorsque quelqu'un viendrait à prêter ou emprunter de l'argent, en fait, dans cette institution. Donc, la banque islamique, aujourd'hui, elle fait partie de la famille de la banque éthique. Donc, ce qui la différencie de la banque conventionnelle, que cette banque, en fait, va collecter des dépôts et va pouvoir émettre, en fait, des prêts et prêter cet argent-là pour créer de la monnaie. Donc, cette banque, la banque conventionnelle, elle est détachée depuis 5 siècles, en fait, de la morale. En fait, c'est une banque, la banque conventionnelle, en fait, innove, continue d'innover, continue, en fait, de créer de la monnaie, continue d'émettre des produits pour partager, en fait, avec les actionnaires. Donc là, on retrouve, en fait, des notions qui sont très différentes, en fait, d'une banque islamique versus, en fait, une banque conventionnelle. Donc, la philosophie n'est pas la même. La banque islamique, en fait, obéit à la charia avec des organes de régulation qu'on appelle des charia board, avec un système comptable et un système aussi, en fait, fiscal qui est propre parce que, par exemple, en fait, une banque islamique, quand elle fait des profits, ces profits sont versés, en fait, dans des œuvres caritatives. Ces profits doivent être partagés avec les épargnants ou les déposants et doivent aussi, cette banque, en fait, doit aussi collecter ce qu'on appelle l'aumône religieuse, la zakat, et participer, en fait, à des œuvres sociales dans son territoire. Alors que dans une banque conventionnelle, à quelques exceptions près, les profits sont à partager avec les actionnaires. Donc, et la banque conventionnelle n'a pas d'obligation ni morale ni légale de partager ses profits ou d'abonder vers des œuvres de bienfaisance. Donc, la différence, en fait, elle se situe vraiment à ce niveau-là. Et la banque conventionnelle, aujourd'hui, en fait, selon les pays, elle est régulée par une régulation internationale, une régulation en fait mondiale, mais une régulation nationale. Alors que la banque islamique, elle a une régulation qui dépend aujourd'hui en fait d'organismes de régulation qui sont des organismes nationaux avec des comités de Fouqara, c'est-à-dire d'experts en fait et de jurys consultes en fait musulmans qui décident et qui font que, par exemple, en fait, il peut y avoir des divergences d'un pays à un autre ou d'une école juridique à un autre. Donc, de l'autre côté, en banque conventionnelle, on a une ancienneté, en fait, une historicité plus longue avec une pratique et une régulation donc, qui est beaucoup plus actualisée. Et de l'autre côté, au niveau de la banque islamique, on a une régulation qui obéit en fait aux lois du fiqh, qui obéit en fait à la jurisprudence en fait islamique et qui dépend surtout de l'interprétation des jurys consultes en fait musulmans. Alors il faut bien noter que la banque islamique aujourd'hui, dans des pays comme la Malaisie ou l'Iran ou l'Arabie Saoudite, qui sont les 3 principaux pays donc, en fait, de banque islamique, ces pays-là ont des organes et tentent aujourd'hui aussi, à travers la Banque islamique de développement, de doter en fait cette finance islamique donc d'organes de régulation, d'harmoniser, mais ce n'est que pour le moment en fait des projets qui sont en cours de développement. Maintenant, revenons-en sur les produits de la banque islamique versus les produits de la banque conventionnelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans une banque islamique, vous allez retrouver aussi des produits du quotidien, de la banque au quotidien, comme un compte courant avec une carte, avec une appli, avec un centre de relations, avec un centre de contact en dehors des heures d'ouverture, une agence avec du personnel qualifié qui travaille. Il n'y a aucune différence à ce niveau-là. La seule différence majeure sur le quotidien, c'est que les dépôts dans une banque islamique ne sont pas rémunérés. Quand vous déposez votre argent est alloué en fait à des cases spécifiques. L'argent est disponible à tout moment, moyennant les conditions
bien sûr, de la banque, mais l'argent n'est pas rémunéré, l'argent n'est pas recyclé, n'est pas remonté en fait à la banque centrale pour constituer en fait les dépôts de la banque. La différence dans une banque conventionnelle, quand vous déposez cet argent-là, fictivement, il est sur votre compte, mais il est affecté en fait au dépôt, en fait, ce qu'on appelle les ressources de la banque. Donc, la banque islamique propose les mêmes services. Alors, attention, elles ne sont pas gratuites, les services dans une banque islamique. La banque islamique pratique aussi des services payants, comme peut proposer des services gratuits. Donc, au niveau de l'épargne, dans une banque conventionnelle, l'épargne il y a deux types d'épargne. Il y a l'épargne financière et l'épargne réglementée, type les livrets d'épargne, les livrets A, LDDS, le LEB, alors que dans une banque classique, on peut trouver des produits d'épargne, mais ces produits d'épargne, en fait, sont communément appelés soukouk, où il y a une forme d'épargne qui est différente. C'est-à-dire qu'au lieu que l'argent fasse de l'argent, ce qui est totalement interdit dans une banque islamique, l'argent n'a pas d'enfant, l'argent permet en fait d'être prêté en fait à la banque qui va aller participer à des projets par exemple de financement de l'économie, et derrière, en contrepartie, il y a une partage des profits, mais aussi des pertes. Donc, au niveau épargne, il y a sensiblement une grande différence, puisque dans une banque classique, il n'est pas possible de pratiquer ou de toucher en fait des rendements à base de taux d'intérêt. On peut recevoir bien sûr des coupons, des sortes de loyers de l'argent. Voilà, donc ça c'est très important, cette différence. Au niveau prêt tout court, la banque islamique peut pratiquer un prêt à taux zéro. C'est-à-dire que là, vous pouvez emprunter, mais il n'y aurait pas de taux d'intérêt. Alors, il peut y avoir des frais de dossier, il peut y avoir des services qui sont facturés, mais le prêt ne sera pas adossé à un taux d'intérêt. Donc, contrairement à une banque conventionnelle où il y aurait à rembourser l'emprunt avec le capital plus les intérêts plus d'autres assurances. Revenons-en aux assurances. Parlons des assurances. Dans une banque classique, conventionnelle, donc l'assurance fonctionne sur un principe de risque et de risque en fait et de rendement. C'est-à-dire que vous cotisez à fonds perdu des primes d'assurance on va dire dans l'optique de se couvrir si il vous arrive un dommage. Bon, sachez que ce principe-là, donc en banque islamique, ce principe-là est totalement interdit parce qu'on pense que l'incertitude, ce qu'on appelle le khar, n'est pas à être pratiqué. Et dans une banque islamique, on pense, ou même dans la charia islamique, l'islam interdit donc le fait de se couvrir sur un risque incertain. Donc c'est totalement interdit. Donc l'assurance dans une banque islamique est une assurance mutualiste. En fait, on cotise, on verse des primes, on fait ce qu'on appelle des dons à une compagnie takaful, et à la fin de l'année, si les sinistres, il n'y en a pas eu énormément, les excédents permettent de renforcer l'assurance, donc c'est la logique en fait des assurances mutualistes, ou de verser dans des œuvres qu'on appelle des œuvres de waqf, des œuvres de bienfaisance, ou même un remboursement d'une partie des primes d'assurance. Alors, donc c'est ça cette énorme différence. Et au niveau de l'immobilier, dans une banque classique, conventionnelle, quand vous voulez acquérir un bien immobilier, que ce soit pour le mettre en location ou pour en faire votre résidence principale, on vous prête de l'argent, vous devenez propriétaire du bien et vous devez rembourser le capital avec les intérêts plus tout ce qui s'ensuit. Dans une banque islamique, là c'est la banque qui se porte acquéreur donc du bien, donc elle va vous revendre le bien en fixant bien sûr des conditions. Soit vous revend le bien en fait avec un paiement qui est un paiement en fait qui est différé selon les conditions. Ce qu'il faut noter, c'est que ça soit dans une banque conventionnelle ou dans une banque classique, il y a toujours des frais. Il y a toujours des services en fait qui sont facturés. Et ce que l'on a constaté du fait que dans une banque islamique, c'est la banque qui supporte surtout en fait le risque, parce qu'il y a
un risque en fait de contrepartie qui est important. C'est la banque qui achète le bien et vous le met en fait à disposition. Donc en fait, le bien va vous appartenir progressivement. Donc la banque, elle est beaucoup plus regardante sur les profils, sur les capacités d'emprunt, beaucoup plus, les critères sont beaucoup plus rigoureux que dans une banque en fait conventionnelle, parce que forcément, pour que la banque en fait arrive à vous faire confiance, il faut absolument que vous soyez en forte capacité de rembourser. Maintenant, dans une banque conventionnelle, on peut retrouver plus d'une trentaine de produits ou de services en fait qui sont distribués, alors que dans une banque classique, déjà on exclut tous les emprunts avec intérêt, on exclut toute la gamme de l'épargne financière, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas aller acheter des swaps, des obligations, on ne pourrait pas investir en fait dans des produits d'épargne financière, alors que dans une banque classique, en fait, on sera dans une gamme restreinte en fait de produits parce que ces produits-là doivent être conformes à l'éthique islamique. Est-ce qu'on peut aujourd'hui exclusivement utiliser ou recourir à une banque islamique, par exemple, quand on vit en France? C'est une question qui est très difficile à répondre parce que là, dans une banque islamique, aujourd'hui, l'offre elle est limitée et on a un réseau de distribution qui est insuffisant et forcément, on peut sensiblement en termes de coûts, du fait que l'offre elle est limitée, d'avoir des coûts qui sont légèrement supérieurs. Ce qu'il faut noter, c'est qu'en France, il n'y a qu'une banque islamique agréée et c'est une filiale d'une banque, d'une grande banque en fait, qui a créé une filiale en fait de banque islamique. Parce que vu que dans une banque islamique, les règles sont très strictes, donc c'est pas parce que vous êtes une banque conventionnelle que vous pouvez décider demain donc de lancer une banque islamique, parce que en banque islamique, il faut absolument qu'il y ait une comptabilité qui est conforme, qu'il y ait un cantonnement des dépôts et qu'il y ait des règles strictes en fait à la conformité de l'éthique islamique. Donc aujourd'hui, si vous décidez de confier tous vos dépôts et de ne recourir qu'à une banque islamique, il faut savoir qu'il y a une offre limitée. Il y a énormément de choses que vous n'aurez pas accès parce que vous devez vous conformer en fait à l'éthique musulmane. Donc l'offre elle est limitée. Bien sûr, il y a des fintech. Aujourd'hui, il y a des banques digitales islamiques qui peuvent vous proposer des solutions, qui peuvent vous proposer des produits. Mais ce qu'il faut voir, c'est que vous n'aurez pas tous les produits ou les équivalents en banque islamique que vous avez dans un guide tarifaire d'une banque conventionnelle. Parce que ce qu'il faut noter en fait, c'est que aujourd'hui, au territoire, quel pays détient l'offre la plus large en banque islamique? Alors, en Europe, on a le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne, avec le Luxembourg. Mais rien qu'au Royaume-Uni, il y a 4 banques islamiques, dont une banque de détail. Donc, c'est la seule banque de détail en fait qui opère au Royaume-Uni. Et cette banque, aujourd'hui, en fait, propose des produits, comme on vient de le citer. Donc, c'est quelque chose, aujourd'hui, en Europe, où c'est très compliqué parce qu'on n'est pas dans des pays, on va dire, historiquement affinitaires avec la finance islamique. Si vous voulez retrouver des pays qui sont ou qui développent en fait une gamme très large en fait de produits du quotidien ou de banques islamiques, il y a l'Iran, il y a l'Arabie Saoudite, il y a la Malaisie, il y a l'Indonésie et aussi les pays du Golfe et quelques pays en fait africains qui proposent en fait des banques ou qui ont un réseau un peu plus développé en finance islamique. Donc, ce qui nous amène à la question: combien ça coûte en fait une banque islamique versus une banque conventionnelle? Ce qu'il faut voir, c'est que dans une banque islamique, comme dans une banque conventionnelle, il y a des services gratuits, comme il peut y avoir des services payants. D'autant plus que dans une banque islamique, le fait de se priver, donc de pratiquer l'intérêt en fait sur les emprunts, la banque islamique est une banque qui est plus encline en fait à facturer en fait des services, justement parce qu'elle
pour pouvoir vivre. Une banque islamique, ce n'est pas un organisme caritatif. Donc, les services, en fait, sont payants. Et il n'est pas facile d'obtenir, en fait, un agrément quand on est en Europe occidentale pour lancer, en fait, une banque islamique. Je sais que les choses, en fait, ont un peu plus évolué en France parce que la législation en 2008, c'est beaucoup plus assoupli pour permettre, par exemple, en France, il y a la Société Générale, Réunion et aussi BNP qui a permis en fait de créer un produit d'épargne, ce qu'on appelle des OPCVM, un produit d'épargne, des soukouk, pour des clients, pour une clientèle de la Réunion. Donc il n'y a aujourd'hui que 3 produits d'épargne en France conformes à la régulation ou à la conformité islamique. Parce que ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que la finance islamique, ce n'est pas une finance sauvage. Donc la banque islamique doit absolument aussi se conformer à des obligations qui sont liées à des charia boards, qui sont aussi la jurisprudence en fait islamique. Donc c'est très important de savoir que ce n'est pas uniquement une banque de quelques personnes dans un coin ou rattachée à une mosquée. D'ailleurs, les mosquées ne détiennent pas des banques au passage. Alors, quels sont les projets à réaliser ou qui peuvent être réalisés par la banque islamique? Bon, aujourd'hui, une banque islamique peut vous proposer, par exemple, d'acheter un prêt auto. Mais le prêt auto, il n'y a pas d'intérêt. Le principe, c'est le principe qu'on a cité plus haut, c'est le principe de Murabaha ou le principe tout simplement de Ijara ou de crédit bail. La banque achète la voiture et vous revend en fait la voiture. Donc là, vous aurez des loyers à verser pour la voiture, idéalement pour la maison. Donc c'est comme ça que cela fonctionne. Donc aujourd'hui, dans une banque classique, vous allez avoir, dans une banque conventionnelle, vous allez avoir, on va dire, plus de gamme, plus de choix. Dans une banque islamique, vous allez pouvoir faire des emprunts. En fait, tout prêt est affecté. Il n'y a pas de prêt de trésorerie. Vous pouvez avoir un prêt gratuit, par exemple, selon les conditions, selon votre situation, ou un prêt étudiant. C'est possible, mais la banque demandera des garanties. Donc, du coup, déjà, si des garanties ne sont pas importantes, donc il y aurait forcément en fait un refus. Mais il y a des prêts affectés, que ce soit pour la maison, que ce soit pour des prêts d'équipement, sans intérêt bien sûr. Donc il y a des montages en fait juridiques en fait qui le permettent donc de faire ce genre de prêt. Au niveau de l'épargne, donc si vous comptez épargner pour votre retraite ou pour le financement des études des enfants, sachez qu'il y ait des produits en fait d'épargne mais conformes à la charia, et ces produits d'épargne, il n'y a pas une grande gamme. L'offre, elle n'est pas très 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 développée comparée à une offre de la banque conventionnelle, et souvent ça serait en fait des titres internationaux qui pourront être proposés donc dans votre stratégie d'épargne. Alors, est-ce qu'on peut confier ces deniers à une banque islamique? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que mettre ces deniers dans une banque islamique, il faut déjà adhérer aux principes éthiques et de conformité en fait de la banque islamique. C'est très important parce que ce n'est pas une banque qui va proposer un catalogue de produits très large en fait. Ce n'est pas une banque qui va vous faire des prêts dans tous les sens en fait. C'est une activité qui est exclusivement doit être en conformité avec l'économie réelle, avec l'économie locale. C'est une banque en fait qui travaille beaucoup avec les entreprises. Donc, vous n'allez pas forcément retrouver les mêmes services ou les mêmes facilités qu'une banque classique. Donc, il faut cela en fait se le noter pour ne pas avoir des désillusions. Et aussi, comme je le rappelais tout à l'heure, l'offre elle est limitée.
Donc, on n'a pas une forte concurrence. Et on sait qu'en économie, quand il y a de la concurrence, les prix ont tendance à être tirés vers le bas. Donc, il ne faut pas se dire en y allant, j'y vais pour le coup, mais vous y allez avant tout parce que vous partagez des convictions, parce que vous êtes en accord avec vos propres convictions et que vous dites, j'adhère en fait à un univers. Et il n'est pas, je le dis, il n'est pas aujourd'hui en fait facile parce que même en tête comme ça, en termes de notoriété, vous n'avez pas une banque classique, une banque islamique en tête. Aujourd'hui, bon, je peux vous en citer trois noms qui me viennent comme ça. Alors, pour la banque, il y a une banque unique en France qui s'appelle Shabi Bank, parce qu'on ne peut pas appeler n'importe quel organisme financier banque. Il faut que cet organisme respecte un certain nombre de critères et soit en conformité et obtienne en fait une licence, un agrément pour exercer comme établissement de crédit. Il y a Shabi Bank. Mais sinon, j'ai pu voir récemment un compte digital en fait avec une carte. Il y a notamment Mizan, donc ça doit être une entité luxembourgeoise, et récemment une start-up française, une fintech qui s'appelle Laimoun, et je pense que c'est encore en précommande. Donc voilà à peu près aujourd'hui le comparatif de la banque islamique versus la banque conventionnelle. Ce qu'il convient de noter, c'est que peut-être que dans l'avenir, on aurait une offre avec le digital, donc de produits de banque islamique. Ça ne veut pas forcément dire que c'est des produits religieux, mais c'est des produits qui respectent l'éthique et qui respectent en fait la charia. Et pour finir, je vais plutôt vous parler en fait de bonnes nouvelles dans le domaine de la finance islamique. Ce qu'il faut savoir, c'est que la finance islamique existe plus d'une quarantaine d'années dans d'autres pays qui sont la Malaisie, l'Arabie Saoudite et l'Iran, et que ces pays-là, ils ont totalement des systèmes et des banques centrales en conformité, qui ont du recul, qui ont de l'expérience, et il y a des innovations qui peuvent être aussi à notre portée au sujet de la finance islamique. Mais quand on vit dans un pays occidental ou dans des pays, que ce soit d'Afrique ou même en Asie ou dans d'autres pays où il y a, même s'il y a des musulmans, il n'est pas facile de trouver une offre, un réseau aussi important pour la finance islamique. En fait, c'est une finance, je dirais, en fait, nouvelle, ou c'est une offre qui tend à se développer. Donc, faut pas être triste, il ne faut pas se dire on ne peut rien faire. Des solutions existent, mais il faut être un petit peu avant-gardiste, en fait, accepter aussi que le marché se trouve dans cet état-là. Donc, j'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez aussi eu un complément par rapport à la finance islamique, que vous pourrez vous positionner. Si vous avez des questions plus personnelles ou des sujets que vous voulez aborder par rapport à cela, il ne faut pas hésiter. Il y a un volet que je n'ai pas abordé avec cet épisode, c'est tout le volet de la banque d'affaires, du financement, parce que ça aurait été très compliqué et très lourd d'aborder ces sujets-là aujourd'hui. Je vous remercie et au plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode fait avec beaucoup d'amour et quelques nuits blanches. Si tu as des questions ou tu veux témoigner, mets un commentaire ou écris-moi sur les réseaux sociaux de Petit Sous, Gros Sous. Je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour me soutenir, tu as juste besoin de mettre 5 étoiles, au moins sur 2 plateformes, Apple Podcasts et Spotify. À très bientôt. N'oublie pas, Petit Sous aujourd'hui, Gros Sous demain.